Aujourd'hui, c'est un voyage au fil de la Loire et de ses châteaux que je vous propose, en suivant Armelle Croze, une jeune chef installée depuis 4 ans dans le village de Chédigny, un village particulièrement fleuri et qui est d'ailleurs le seul de France à bénéficier du label Jardin Remarquable. Après des études à l'école Ferrandi, une référence en matière de formation culinaire, Armelle a décidé de prendre le large en famille et elle a restauré une maison de village jusqu'à en faire une étape gastronomique de la région. Vous allez le voir, sa cuisine est très respectueuse de la tradition, très maîtrisée, ce qui n'empêche pas une bonne dose de créativité. Les beaux produits, Armelle les trouve chez ses producteurs, mais aussi au marché de Loches, ce qui va lui permettre d'alimenter notre casse-croûte et sa cuisine. Et puis ensuite, elle nous emmènera dans le jardin de curé du village de Chédigny, auprès de son ami Xavier, qui est maraîcher et qui va lui permettre de récolter des légumes rares et injustement oubliés. Alors tu vois, plutôt que du piquant, il y a de l'amertume. Ouais. Pas si piquant, un peu à la fin, si quand même, ça Ouais, piquant. ouais, c'est un blagueur. En plein cœur des vignes à Bléré, nous retrouvons Armelle et son ami Bruno, vigneron, dont le domaine s'étend sur 14 hectares sur les 2 rives du Cher, non loin de Chenonceau. Donc je coupe vraiment ici. Tu couperas, voilà. Tac. Parfait. Ah, on reconnaît la dextérité de la cuisinière. Hein. Et notre dessert dans tout ça? Eh bien, notre pâtissière du jour s'appelle Danielle. Danielle est enseignante à la retraite, mais néanmoins très active à Chédigny. Elle va réaliser un dessert typique de la région, pas forcément très connu d'ailleurs en dehors de la Touraine, le nougat de Tours, qui n'a rien à voir avec le nougat de Montélimar. Mais en attendant le dessert, eh bien, on va commencer par cuisiner le plat, et pas des moindres, puisqu'il s'agit d'un pigeonneau de Racan, aux légumes de Chédigny, bien sûr. C'est Armelle Croze que nous recevons donc aujourd'hui, jeune chef installée à Chédigny, en Indre-et-Loire, un village que j'ai eu la chance de visiter lors d'un premier carnet de Julie. Alors on a plaisir ici dans les carnets de Julie de mettre en avant des femmes chefs. Et elles sont pas très nombreuses d'ailleurs, là voilà. Entre, je t'en prie. Bonjour. Bonjour Armelle. Bienvenue. Merci. Alors, qu'est-ce que tu nous as apporté de beau? Alors, aujourd'hui, j'ai rapporté du café. Oui, parce que c'est un des ingrédients de ta recette. Voilà, tout à fait. Il va venir accompagner donc, mon petit pigeonneau. Du vin de chez Bruno Curassier. Qu'on va retrouver tout à l'heure, qui va partager notre table et goûter Voilà. ton plat. Nous, on a dans notre petit village un petit jardin de curé et où dedans on retrouve tous les légumes anciens, beaucoup d'herbes aromatiques. On a récolté quelques petits panais. Ouais. Voilà. Et après, j'ai quelques petites pousses, Ouais. voilà, pour agrémenter. Voilà, j'aime bien toujours mettre un petit peu de verdure en dernière touche. Donc là, on a de la tétragone. Voilà, j'ai pris un petit peu d'origan aussi. D'accord, On aime frais. bien frais, qu'on Ça, retrouve c'est rarement rare, frais. c'est vrai. Voilà, et là, quelques petites fanes de carottes, ainsi que de panais. Très bien, Voilà, donc merci. on verra après selon notre Ouais, inspiration, d'accord. dernière touche finale. Et tout ça autour de ton fameux pigeonneau de Racan, qui est vraiment un pigeonneau local, c'est ça? Tout à Indre-et-Loire. fait, La particularité petit de ce pigeon, pigeonneau, c'est c'est la qu'ils nature. sont nourris à la béquée par leurs Exactement, parents pendant voilà, c'est presque ça. toute leur vie, puisque le pigeonneau, c'est un pigeon qui a moins d'un mois, en C'est gros, ça, hein. voilà. On va dire 1 mois Ouais, maximum. c'est ça. Et c'est vrai que voilà, tout est fait très naturellement. Et donc, ce sont des volailles très prisées. Très prisé, des chefs notamment. Voilà. Allez, on va passer en cuisine, je t'emmène. On y viens va. voir. On commence par quoi, dis-moi? Alors, dans un premier temps, on va s'occuper des volailles, Ouais. donc des petits pigeons. Pour les filets, je vais le faire en 2 manières différentes. Un que je vais faire mariner pendant 12 heures dans du vin rouge. Ouais. Qu'est-ce que ça va apporter à la viande, finalement? Alors ça va raffermir un peu la chair et le goût du vin va bien pénétrer à l'intérieur. Et ça va permettre voilà, de donner des petites notes un peu plus corsées. D'accord. Le second filet, lui, va rester nature et être cuisiné de ce pas. Un filet qu'on va tout simplement rôtir et déposer une petite croûte que j'aurais fait au café. Voilà. Ça s'annonce bien. La recette peut commencer. Armelle va colorer à la poêle les fameux filets nature avec un peu d'huile d'olive et de beurre. C'est vrai que le pigeonneau, bon, c'est chacun sa cuisson. Je le recommande vivement rosé.
Rosé, bien sûr. Alors d'autant plus que le gibier, ça te connaît, puisque tu as fait tes classes entre autres chez Gérard Besson. C'est ça. Qui est un grand maître de ce type de produit, c'est ça, hein? Ah oui, c'est vrai. J'ai vraiment eu la chance de pouvoir travailler ces dernières années avec lui. Et c'est vrai que le gibier, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui demande beaucoup de travail, beaucoup de technique. C'est de la grande cuisine française, qu'on peut appeler aussi de la cuisine bourgeoise, et qui a été un peu laissée pour compte ces derniers temps, parce que moins à la mode, et qui revient avec peut-être un traitement un peu différent, j'imagine. Alors voilà, et surtout, non pas que je la féminise, mais c'est vrai que des fois je l'allège, je l'adoucis dans les voilà. Et puis c'est vrai que pour m'installant en Touraine, j'ai trouvé beaucoup d'amateurs et beaucoup de chasseurs. Ben justement, dans ta région, on y va tout de suite. À tes côtés, dans ton joli village d'adoption, avec ton mari Julien, qui travaille avec toi, qui est sommelier. Tout à fait. Tes enfants, jeune maman. Et puis ensuite, tu nous emmèneras rencontrer tes producteurs. Allez, c'est parti pour l'Indre-et-Loire. Direction l'ancienne province de Touraine, située dans le cœur de la France. Ce patrimoine unique, constitué par les majestueux châteaux de la Loire et leurs jardins, s'inscrit dans une nature riche et préservée, un véritable havre de paix pour notre chef, tombée amoureuse de la région. C'est à Chédigny, l'enchanteur village de la Rose, que la Parisienne Armelle Croze s'est installée avec sa famille. On est arrivé à Chédigny il y a 3 ans, on est un peu tombé là par hasard. Et c'est vrai qu'en termes de gastronomie, ici on est dans les jardins de la France, il y a des super producteurs. Et pour moi c'était un vrai changement entre mon rapport à la cuisine et aux produits quand je travaillais à Paris. Chédigny est le seul village français classé jardin remarquable. Il faut dire qu'ici, les rosiers lianes grimpent sur les façades, offrant au petit hameau une atmosphère apaisée. C'est ce qui a plu à notre chef. Je me suis créé donc une petite bulle, voilà, une espèce de microcosme où on peut allier notre vie professionnelle qui est très dense et notre vie familiale. Un cocon qui lui permet de passer autant de temps en cuisine qu'avec ses enfants sortis de l'école. Coucou mes amours. Vous avez passé une bonne journée? Oui. Oui. Vous avez bien mangé? Oui. Vous avez mangé quoi? Du croissant, du jambon et des gruyères. On va les donner à manger On va aller donner aux poules? Oui. Ouais, il y a des petits restes du restaurant et du coup on va aller leur donner. Qui est-ce qui va prendre à manger? Qui veut le prendre? Moi. Tiens. Et pour rejoindre la maison familiale, il suffit de traverser la rue. Allez les filles à table, tu peux tout mettre dedans Alice. Et toi tu mets par terre? Voilà. Et alors, est-ce qu'il y a des œufs? Oui. On va voir? On va voir. Tu veux que je te l'ouvre? Là. Oh, il y en a 3. Oui. Super. Chez les Crozes, la cuisine est une affaire de famille et tout commence dans le potager. Maman, elle peut faire une bolognaise aussi avec les tomates. Oui, bolognaise. Ça c'est une bonne idée. Tiens, regarde, t'en as fait tomber une. Ici, Armelle a trouvé un équilibre parfait entre sa vie de famille et son métier. Une passion partagée avec son mari Julien, sommelier, qui gère également la salle du restaurant. Sans lui, j'irais pas aussi loin. Il est toujours en train de me tirer vers le haut. C'est mon pilier, la personne en qui j'ai le plus confiance, évidemment. Elle a de l'or dans les mains. Il y a beaucoup de cuisiniers qui commencent tôt. Elle s'est découvert cette passion peut-être un peu plus tard, mais c'est une vraie passion. Je suis pas très objectif puisque je suis amoureux d'elle. Le petit potager est réservé à ces moments de bonheur familial. Dans le restaurant, Armelle se fournit chez les agriculteurs du coin. L'occasion de partir avec sa copine Marie, également restauratrice, pour retrouver Juliette, une agricultrice spécialisée dans la culture des plantes aromatiques. Salut Juliette. Salut. Je suis en train de ramasser de l'hysope. Je ne sais pas si vous connaissez cette plante. C'est une plante qui est très parfumée, qu'on utilisait beaucoup au Moyen-Âge dans plein de plats, notamment les bouillons, etc. Si vous voulez, je peux vous faire sentir. C'est une odeur vraiment intéressante. C'est fort, hein? Ouais, C'est très puissant. Ah oui, c'est particulier. Et avec les petites fleurs bleues qui donneraient vraiment un petit coup de Ouais, peps une belle à couleur, n'importe quel plat. J'ai notamment le basilic cannelle. Ça, c'est une plante que j'aime beaucoup. Alors, c'est, comme son nom l'indique, c'est un basilic qui sent la cannelle. Il ressemble au basilic thaï. Par contre, à l'odeur, pas du tout. Ouais. Pour le coup, dans un dessert, ça marche vraiment. Une fois ramassées, les plantes sont installées dans un séchoir.
Capucine, estragon, piment d'Espelette, autant de plantes qui inspirent l'herboriste pour créer des tisanes. Donc je vais mettre l'hysope à sécher ici. Chez Juliette, on travaille et l'on goûte. Elle a donc concocté une infusion bleutée à base de menthe poivrée, de reine des prés et de bleuet. Cette tisane pour tout ce qui est maux de tête, si on se sent un petit peu patraque, ça peut être pas mal. D'accord. Ok. Un moment de détente entre deux services où Armelle peut évoquer avec ses amis son quotidien de chef. La plupart des restaurants où j'ai travaillé, j'étais la seule fille. Allez, peut-être des fois, il y en avait une ou deux. Et c'est vrai que l'ambiance masculine ne me manque pas. Je suis très contente d'avoir pu créer ma petite brigade de filles. Non pas que je l'ai choisi, ça s'est présenté juste comme ça. Mais c'est vrai que ça surprend beaucoup les gens en général. Alors très souvent, ce qui est très très drôle, c'est donc ils voient Julien cavaler toute la journée, tout le service en salle, et qu'ils disent à monsieur, c'est vous le chef ? Alors que moi, je suis à côté, habillée en cuisinière. Non. Bah non, c'est moi. Il faut pas oublier que derrière chaque grande femme, il y a un grand homme. Et c'est vrai, maintenant, ça doit être tourné comme ça. Changement de décor, direction Azel Rideau, connu pour son château, un joyau de la Renaissance bâti sous François Ier. Ce n'est pas dans le château qu'Armelle se rend, mais chez son torréfacteur, Michael Vesside, qui a repris l'entreprise familiale et travaille avec notre chef depuis son arrivée en Touraine. Qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, tu arrives au moment où on est en train de préparer une torréfaction. Pour sa recette, Armelle a choisi d'utiliser du café qu'elle déclinera sous plusieurs formes. J'aimerais donc travailler le café de deux manières. Dans un premier temps, évidemment, pour ma sauce, et aussi l'utiliser en croûte. Est-ce que tu comptes incorporer du café fait ou est-ce que tu comptes infuser des grains de café? Alors, je pense faire les deux. Ici, les cafés proviennent des quatre coins du monde. Une chance pour Armelle, qui, sans se déplacer très loin, peut donner à sa cuisine des saveurs exotiques. Là, sur un beau café fruité, légère acidité, quelque chose qui est un peu plus, j'allais dire, ancestral, le mocha des Sidamo d'Éthiopie. Donc là, on est sur un café lavé aussi, belle acidité, très floral, un beau côté végétal. Donc ça, c'est un café torréfié comme on fait. Tu vas pouvoir avoir une belle sauce avec ça. C'est le café d'Éthiopie que notre jeune chef sélectionne. Celui-ci est en train d'être torréfié. Armelle se fournit à la source. La torréfaction est belle, là. Et puis les arômes, là, on sent le cacao. Mais toi, tu vas pouvoir faire des choses sympas avec ça. Bah oui. Et pas de passage chez Michael sans discuter autour d'un bon café, fraîchement moulu bien sûr. L'échange est important puisque lui, il est vraiment connaisseur, très pointu sur sa matière première. Et donc son travail plus le mien, voilà, on arrive après à prendre des chemins, faire des découvertes. Ils nous font goûter des choses et puis on passe en cuisine régulièrement. On passe voir comment ils travaillent. Il y a un vrai échange qui est fait. Le café, ce qu'il va apporter à ma recette, c'est vraiment un côté... je pense que ça va arrondir un peu la sauce, ça va lui donner des petites notes d'acidité et un petit peu de fruits. À très bientôt. À Au revoir. bientôt. Donc, dégustation et découverte entre femmes. Et brigade de femmes, alors? Voilà, uniquement des femmes. Ça m'est tombé dessus un peu comme ça. Après, c'est féminisé, on a de très bonnes ouvrières et tout va bien. Tes filets, tu les as saisis donc à feu vif dans l'huile d'olive. Tu les arroses. T'as remis un peu de beurre. Alors j'ai mis une petite noisette de beurre. C'est vrai que j'aime bien toujours arroser. Ça c'est intéressant parce que finalement les chefs le font souvent et le beurre on le met pas au début pour ne pas le brûler. C'est ça. Exactement. Voilà parce qu'on a le petit lait qui se sépare et qui roussit un tout petit peu et qui brûle pas de faire très facilement. Donc voilà, vraiment au dernier moment les arroser pour toujours bien nourrir sa viande. Armelle laisse reposer les filets et va cuisiner maintenant les cuisses de pigeonneau en utilisant une autre technique de cuisson. Sel, poivre, on va verser une graisse de canard. Vraiment, on recouvre. On y va. C'est de la graisse de confit, ça? Tout à fait. C'est de la graisse de canard que je fais moi-même. Je le mets comme ça? On met comme ça va fondre en fait, d'accord. On va réarroser. Je comprends. Pas besoin d'en mettre plus. Non, ça ira. 110, 110. 110. Voilà, tout dépend un peu du four. Pas besoin de ventilation, j'imagine. Voilà, ça va confire tout doucement. On surveille, on regarde jusqu'à ce que ça soit... 2-3 heures, tu as dit? Voilà, 2-3 heures. Très bien. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Alors maintenant, on va faire la purée de panais. D'accord. On va s'en servir pour faire le parmentier.
Donc moi, pendant ce temps-là, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être commencer à préparer la sauce, parce que c'est quelque chose qui est très long. Car cette sauce se prépare notamment avec un fond de pigeonneau préparé un peu plus tôt pour gagner du temps, qu'Armelle associe à un miroir, une réduction de vin rouge avec une cuillerée de sucre. Toi, tu t'es donc mise à la cuisine finalement relativement sur le tard. Oui, tout à fait. Ce que j'adorais faire, c'était voyager. Et pour financer ces voyages, j'ai fait pas mal de petits jobs. Et un jour, en cherchant tout bêtement un job de serveuse, barmaid, dans le sud de la France, on m'a proposé une place d'être cuisinière. Ouais. Et je me suis vraiment prise au goût de la restauration, du service et surtout de la cuisine. J'ai décidé de me former. C'est là où vraiment j'ai découvert surtout la gastronomie, des chefs extraordinaires qui m'ont vraiment transmis d'une part leur savoir-faire et leur amour du métier. Et là, ça y est, on les a le coup de cœur pour Chedini a fait le reste. Tout à fait. On est arrivé un peu par hasard à Chedini et là, le coup de cœur du village, du lieu, du cadre, de l'ancien propriétaire ont fait que cette idée ne nous a plus quittés et on s'est lancé. Ah bah justement, on vous y emmène à travers Armelle et qui va nous ouvrir les portes du fameux jardin de Curé où poussent ses légumes grâce aux mains magiques de Xavier. C'est au presbytère de Chedini, belle bâtisse du XVIIe siècle, qu'Armelle a rendez-vous. Elle y retrouve Xavier, un ami maraîcher fervent défenseur de la biodiversité potagère et de la culture biologique, qui s'occupe avec passion du jardin de Curé. Ensemble, ils aiment y passer du temps pour y trouver l'inspiration. Et là, on rentre dans la vraie saison maintenant. Ouais, Panais, carottes, choux. Ici, pas de vente, on parle plutôt de partage. Géré par la commune de Chedini, le jardin rassemble de nombreuses variétés de végétaux, et notamment des légumes anciens et oubliés. Les jardins de Curé, c'était des jardins d'excellence quand même. Ils étaient très novateurs dans leur pratique pour ceux qui étaient férus de botanique. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir des légumes classiques, traditionnels, nourrir le corps, mais aussi de rester en quête de tout ce qu'on peut voir autour de nous, etc. Et puis c'est aussi très inspirant après. On se dit, ah bah tiens, ça, faut absolument le travailler. Alors bon, moi je vais devoir réfléchir à une recette. On a besoin de goûter, de sentir, de se balader, de se retrouver aussi dans un autre cadre que la cuisine, que de l'inox et des frigos. Aujourd'hui, ce sont les légumes racines qui piquent la curiosité d'Armelle. Où est-ce qu'il est le beau? Voilà, celui-là est bien, ouais. Premier arrêt devant les radis violets de Gournay, un légume à la consistance délicate. Voilà, super. Il est là. Alors, en général, ça fait des belles bêtes. Et hop. Oh oui, ah oui d'accord, donc c'est pas du tout le... Ouais, par contre, voilà, tu te méfies qu'il soit pas trop fort. Là, quand il développe des racines comme ça, adventives sur les côtés, c'est qu'il a eu soif. Donc il est allé chercher la flotte partout où il pouvait. C'est une variété qui a tendance à être... voilà, elle te réveille en hiver. Donc tu vois, plus elles ont soif, plus ils sont corsés. plus ça peut être costaud. Moi, je te propose qu'on le goûte quand même. Oh oui. Voilà. Alors ça, j'adore. Le petit liseré violet, là, il est quand même super classe. Merci. Alors, minute de suspense. Très moelleux. Un peu amer. Ouais, super croquant, juteux. Mais juteux. Alors tu vois, plutôt que du piquant, il y a de l'amertume. Ouais. Pas si piquant, un peu à la fin, si quand même, ça y est, le piquant arrive là. Ouais, c'est un blagueur. Oui, non, le piquant arrive grave. Du coup, on va récolter les panais pour ma petite recette. Adoré des Anglais, d'où il tient son origine, et souvent boudé en France, le panais fait partie des légumes anciens que notre chef aime remettre au goût du jour. À mon avis, ils sont bien là. Tac. Si comme son prédécesseur, le panais est une racine, son goût est bien plus doux. Tu vois, pareil, ils ont eu soif malgré. Mais ça nous arrange, parce que si tu veux, ils concentrent la matière sèche en fait. Donc effectivement, si t'arroses, ils vont grossir, mais tu vas complètement diluer les saveurs. Là, je suis pas inquiet, ils vont être très bien. Et puis on n'a pas de risque de piquant comme avec les radis, quoi. Là, les radis, t'as vu, ça monte un peu dans les tours quand même. Clair. Avec des légumes bio aussi frais, la chef n'aura même pas besoin de retirer la peau. On épluche beaucoup trop, en fait. Ah ben beaucoup, oui. Ouais, c'est brosse à légumes plutôt qu'économe, quoi, en fait. Moi, je frotte. Alors souvent, des fois, certains trucs dans un torchon au gros sel pour, tu vois, enlever la fine pellicule, une petite pellicule. Et effectivement, après, sinon, on la brosse. Ou torchon humidifié pour certains trucs fragiles. Et là, tu conserves pour tous les nutriments, et ben voilà, c'est ça. C'est pour des valeurs nutritives. Et même au niveau du goût, je trouve que ça change. On a plus de différence de goût dans un légume. Voilà. Dernière halte devant la parcelle des salsifis.
Considéré comme le successeur du panais, le salsifis a un goût un peu sucré. Voilà. Le salsifis, c'est une victime en plus. Tu sais, on a tous des souvenirs affreux La de salsifis cantine. en boîte. Ah Bah, ouais, ouais. c'est clair. C'est tellement la bon, cantine, ce truc. mais oui. Donc là, il est bien longiligne comme on les aime. La chef va redonner à ces vieux légumes une nouvelle jeunesse dans notre cuisine. Mais avant de nous rejoindre, Armelle fait un crochet par le marché de Loches, où elle a ses habitudes. Elle ne résiste pas aux spécialités locales, qu'elle a d'ailleurs proposé de me faire déguster. Bonjour. J'aurais voulu prendre des plats typiques de chez nous. Ça, c'est de la rillette artisanale. D'accord. C'est moi qui la fabrique. Oui. Hein. Des rillettes tourangelles dont la cuisson lente et à marmite ouverte de la viande de porc rend la préparation un peu moins grasse que les rillettes du Mans. Elle est bonne? Ouais, Pas très trop bonne, salée, pas pas trop- trop... Ouais. Pas trop grasse, très Ouais. bon. Bah, du coup, je vais vous en prendre un petit pot. Alors, un pot de 250 grammes. Voilà, madame. Super, merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée, au Je vous revoir. remercie, au revoir, madame. Les rillettes de Tours en poche, Armelle récupère quelques fromages de chèvre, un autre produit du cru, auprès d'une productrice de Sainte-Maure-de-Touraine. Alors Armelle, sec ou demi-sec? Très bon. Vous voulez goûter le moelleux? Je veux bien. Oui. Alors il aura un côté plus fondant, Plus plus fondant, lacté. oui. Quoi. Il est beaucoup plus fondant, oui. La typicité du produit, c'est qu'on les sale avec du sel cendré. D'accord. On colore le sel de façon à ce qu'après ça produise un affinage un peu gris comme ça. D'accord, voilà. Du coup, bah, je vais vous en prendre un de chaque, finalement. Oui. Voilà, tenez. Bon, merci Bonne journée à beaucoup, vous. bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Magnifique cet endroit. Oui. Et j'étais en train de me dire, moi qui pelais mes panais, qu'il ne fallait donc pas trop peler les légumes. Ils nous le rappellent, surtout quand ils sont jeunes et frais. Alors du coup, j'en ai déduit qu'on pouvait peler les plus gros. Exactement. Et peut-être laisser ceux-là Voilà. en état. Comment veux-tu faire ta purée? Tu veux que je les coupe en dés? Alors, grossièrement, le taillage n'a pas d'importance, juste plus ou moins de la même taille. D'accord. Pour qu'il y ait une cuisson uniforme. Alors, le miroir est prêt, notre sauce s'est Ouais. concentrée. Ce qu'on va faire donc, pour lui donner de l'onctuosité, on va la lier avec un roux. D'accord. Un roux, c'est tout bêtement du beurre, de la farine. De la farine, Voilà, légèrement un temps cuit. pour temps. Mets de l'eau sur les Alors, panais? surtout pas d'eau. Non, moi je la cuis Au vin. avec de la crème. Au vin. Ah non, avec de la Au crème. lait. Voilà, avec de la Ah, de crème. la crème, carrément. Voilà, qu'on va mettre plus ou moins Ah hauteur. oui, tu mollis pas. Ah non, pas du tout. Hop, et là, tu laisses mijoter dans la crème. Voilà, on va juste attendre que le panais soit fondu, que la crème est réduite et après on va tout simplement la mixer. Et si on se faisait un petit casse-croûte pendant ce temps-là? Ah, c'est une bonne idée. N'est-ce pas? Alors, j'ai ramené quelques petites choses. Un casse-croûte tourangeau, pur jus. Alors là, c'est les produits de base. On a la bonne rillette de Tours, Ouais. la classique, la bûche de chèvre cendrée. Et pour accompagner tout ça, un petit vin de chez Bruno, du Sauvignon. Alors, ton mari, qui est donc sommelier, Oui. c'est ça, je suppose que c'est un binôme important pour un chef d'avoir un sommelier auprès de soi, de surcroît en qui on peut avoir confiance. Ça, c'est sûr. Il peut facilement conseiller quand on fait des accords mes vins, dans mes types de vins que j'utilise pour chaque recette. Puis toi qui Et aimes le gibier, on cuisine beaucoup le gibier avec du vin, du vin, les du vin marinades, rouge on en a et le parlé. vin d'accompagnement aussi Voilà, est c'est ça. extrêmement important. Et, Alors la rillette de Tours, elle est peut-être un peu moins grasse, c'est ça? exactement. Elle est confite aussi, plus ou moins élaborée de la même manière, mais moins grasse. Elles sont très très bonnes. Hein. Mm. Elles sont très savoureuses, puis on retrouve de vrais morceaux. Ça, c'est agréable. Mm. Le fromage est exceptionnel. Le lait est très très parfumé. Mais c'est vrai que c'est un territoire caprin Tout à fait. de la Touraine. Hein. On a beaucoup de fromage de chèvre. Allez, On s'y remet. moi je m'arrête plus. On s'y remet. Donc, je propose qu'on finisse la sauce. Ouais. Donc là, on a fait le petit roux, le miroir. On va tout d'abord Donc là, tu n'as que ton fond de le pigeon. fond, voilà, de pigeon D'accord. bien réduit. Donc là, on le verse sur le roux. Donc tu verses ton fond de pigeon sur le roux. On verse la moitié. On mélange pour éviter de faire des grumeaux. D'accord. Évidemment, l'intégralité de la recette, vous la retrouvez sur notre site des carnets de Julie. Y compris la recette du fond, si tu veux bien, de pigeon. Bien sûr. Là, on est dans une cuisine assez classique, assez académique, en tout cas pour ce qui est de la sauce. Ça, c'est la base de la cuisine C'est française. ça.
Hein, Escoffier n'aurait pas renié ta recette. Non, et justement, je m'appuie beaucoup sur lui. Moi, ce que j'adore en général, c'est toujours donc être très classique sur la préparation des viandes, des poissons, de l'élément de base. Et après, ça va être plus dans les légumes où là, on va les retrouver de manière différente. Alors cru, cuit, de 2 ou 3 façons différentes. Et ça va être plus être là-dedans où on va dire... Tu t'exprimes voilà, ta, je m'exprime. ta personnalité. Voilà, et un peu plus moderne. Alors, où en est-on? La sauce Alors est la prête? sauce, ça y est, elle est prête. On la D'accord. verse sur le miroir. Ça, c'est vraiment Ok. la touche finale. On incorpore. D'autant Et il y a plus ce que côté, voilà, un peu la de- cuisson que tu as fait subir à ton vin, pour le réduire, le concentrer, mais aussi pour retirer pas mal d'alcool, j'imagine, D'alcool, donc voilà, on aura c'est moins ça. d'acidité. Exactement. Je vous propose d'aller à quelques kilomètres de chez toi, te rejoindre avec Bruno, notre vigneron, pour les vendanges, justement. Et ça tombe bien parce qu'il paraît que c'est une très belle année. Voilà. En Touraine, le vin est roi. C'est à Bléré, situé au bord du Cher et à quelques kilomètres du château de Chenonceau, que notre chef nous emmène découvrir l'un des beaux vignobles qui ont fait la réputation de la région. Sur place, Armelle retrouve Bruno, un vigneron avec qui elle collabore étroitement depuis l'ouverture de son restaurant. La récolte a commencé et Bruno est en pleine vendange. Ah, voici Armelle. Ça va, Bruno? Bonjour Armelle. Ouais. Tu vas bien? Bah ouais, toi? T'as l'air en pleine forme. Ben oui. Tu nous as amené le soleil. Eh bah, tu vois. C'est pas super beau sympa. Bon, ça y est, c'est parti. Ouais, on est parti depuis un Ok, moment. depuis un Ça bon fait- moment, qui est Ça sur la fait 15 jours qu'on a D'accord. commencé. Et là, on a attaqué une jeune parcelle de Sauvignon que l'on a gardée volontairement pour avoir une surmaturité du Sauvignon et élaborer un vin avec un peu de sucre résiduel. Tiens, goûte-moi ça. Ah ouais, Est-ce que tu effectivement. sens le sucre? Bah oui. Donc ce que je te propose, écoute, c'est de te joindre à nous. Oh bah avec plaisir. Le vignoble de Bruno s'étend sur une vingtaine d'hectares et chaque parcelle nécessite une attention particulière. Celle-ci, composée de jeunes vignes plantées il y a 4 ans, doit impérativement être récoltée à la main. Bien plus clair. Et puis après, donc, il faut trouver la base de la grappe. Donc je coupe vraiment ici. Tu coupes au ras, voilà, Tac. parfait. Ah, on reconnaît la dextérité de la cuisinière. Hein. Implantée sur les coteaux caillouteux du Cher, la vigne doit puiser son alimentation en profondeur, où elle trouve des minéraux de qualité. C'est cet enracinement qui donne au raisin de Bruno une identité forte. Là, on a deux choses. On a d'une part ce qu'on appelle du grillé, D'accord. qui est dû en fait à l'excès de soleil, on peut dire. Hein. Cette grappe était vraisemblablement orientée plein sud, et les ultraviolets du soleil ont complètement brûlé ces quelques raisins. D'accord. Et puis juste à côté, on a des raisins qui sont en train de virer au rose. Oui. Et ça, c'est de la pourriture noble, le botrytis, qui a pour effet de concentrer le sucre. Le botrytis, c'est un champignon. C'est un champignon. Ouais, d'accord. Alors le champignon consomme l'eau du raisin et la teneur en sucre s'élève. Et on aura donc un potentiel alcool encore plus élevé. D'accord. Et toi, tu as décidé de vendanger aujourd'hui? Parce qu'on est arrivé à un équilibre qui m'intéresse, parce qu'on a des raisins très riches, on a des tanins qui sont hyper mûrs, donc on va avoir un volume de vin en bouche qui va être considérable. Et comme on n'est pas allé trop loin dans la surmaturité, on aura un petit peu d'acidité qui viendra soutenir, qui viendra prolonger la longueur en bouche, justement. D'accord. Une grande expérience que Bruno a acquis dès ses 15 ans, quand son père lui a laissé les rênes du domaine. J'ai travaillé avec mon père tout petit, quoi. D'accord. À la campagne, les enfants aidaient toujours les parents. Ouais. Donc j'ai toujours exercé quelque part ce métier, en fait. Hein. Je vais lancer une annonce qui va, je pense, faire plaisir aux vendangeurs. C'est-à-dire? Écoute bien. J'écoute. Casse-croûte! Casse-croûte! Allez Armelle, je te propose de partager avec nous ce casse-croûte de la mi-journée, de la mi-matinée, avec des bonnes charcuteries de Touraine, les rillettes, le pâté, le fromage de tête. Oh bah super. À votre santé, À votre santé. au millésime 2018 qui a l'air bien prometteur. Cette première étape de récolte terminée, direction le chai. Armelle réalise un rêve d'enfant et prend les commandes du convoi.
Bon alors, est-ce que cette matinée t'a convaincu? Ah oui, oui. Est-ce Donc, que tu franchement, es je suis en prête? admiration devant ton travail de toute cette dure labeur. Est-ce que tu serais prête à changer de métier? Mais franchement, tu sais, sous ces conditions climatiques, tout ça, ça me donne envie. Bon, ben en tout cas, tu conduis comme une chef. Bon, ça va? C'est normal, tu es chef. Arrivé au chai, la vinification peut commencer. La vendange est déchargée sur le tapis, les grappes entières tombent dans le pressoir, d'où l'on va récupérer et évaluer rapidement le précieux jus. Là, on récolte le jus et on va pouvoir le mesurer. Instant de vérité. On va donc mettre le mustimètre, qui est un densimètre dans le jus de raisin. On est à, on va dire, 16 degrés de potentiel alcool. Une partie simplement de ces 16 degrés va se transformer en alcool et on aura un joli vin à la fois riche, sucré, rond, gras et un peu de peps. Alors Armelle, tu vas goûter ce jus de Ça, raisin. j'aimerais bien goûter. Donc ça se boit comme ça? Ah oui. Ok. Nous les Vignons, on fait comme ça. C'est vrai qu'il est chargé en sucre, mais il y a une petite acidité. Bah, ça promet. Ça promet. Bruno ne manque pas pour autant de lui faire découvrir sa production de Sauvignon finalisée et lui propose au passage un vin rouge corsé, le Chenonceau. Voilà, déguster, je ça sera pense très que bien. Ça, sera bien, Ouais. ça va bien se marier. Bon, en tout cas, merci. Allez, merci à toi. Ouais. C'est un dur métier, quand même. Métier. C'est vrai que là, on avait toutes les conditions qui étaient Ouais, c'est réunies, vrai, le c'est pas toujours le soleil, une bonne équipe, un bon casse-croûte. Un bon casse-croûte. Voilà, pour une matinée, je signe. Ouais, exactement, j'ai vu ça. Alors, les panais, tu as volontairement oublié le couvercle, c'est ça, pour que ça réduise? Et surtout que ça s'évapore, voilà, Et que ça la s'évapore, crème c'est ça. s'évapore. Donc là, je peux mixer, tu penses? Ben, c'est sûr. Ouais, allez. Voilà, On y on va. arrête. Donc là, je suppose que tu rajoutes pas de beurre. Non. Non, La on crème est bon fait là son au niveau travail. de la Le matière gras de la grasse. crème. Voilà. Là, on est pas mal. Et maintenant, je propose qu'on fasse la croûte de café. Allez. Et c'est pas compliqué. Un petit peu de beurre qu'on met en pommade. Ça suffit? Oui, largement. Voilà. Comment veux-tu ton café d'ailleurs? Finement Allongé, moulu. court Plutôt très court. finement moulu? Non, finement moulu. Voilà. Donc pas d'infusion? Non, là, c'est vraiment juste pour sortir des petites notes de grains de café dans la croûte. Torréfié, comme tu me disais. Oui, avec exactement. Bruno. Et là, c'est de la Là, chapelure. c'est de la chapelure. J'aime beaucoup toutes ces notes un petit peu pralinées, torréfiées, noisettes. On va tout simplement l'aplatir. Voilà, donc ça, on va le réserver au frais. Quand ça aura durci, on découpera la forme de pigeon et on déposera dessus. Hop, voilà. On vérifie nos Ça. cuisses peut-être? Ben oui, Enfin, je parle c'est vrai, du pigeon, ça fait déjà un bien petit sûr. moment. Alors, c'est pas mal, non? Ça va être pas trop mal. Ça sent très très bon. Alors, il faut tout simplement enlever la peau. Oui. Et on va surtout voir si c'est bien cuit, si on peut les effilocher. Pour ces pigeonneaux préparés en 3 façons, j'effiloche les cuisses qui feront partie du parmentier. Armelle, elle, va saisir à la poêle le filet mariné au vin rouge, mais avant, la chef va mettre au four les filets nature, pré-cuits et recouverts de la croûte de café. Tu le mets au four combien de temps? Alors, on attend vraiment que la croûte commence à fondre. Adoré. Et voilà, on va dire, allez, sur 2 minutes. Dans un four bien chaud à 180, ça suffit largement. Donc là, je les enfourne. Les cuisses effilochées ont été accommodées avec la sauce au vin. Il n'y a plus qu'à assembler le parmentier. Tu as assez peu haché les chairs, hein, c'était volontaire. Alors, c'est très volontaire. Voilà, c'est D'accord, tu vraiment veux pour garder de la avoir texture. des morceaux. Le dressage peut commencer. Armelle enrichit son assiette de légumes supplémentaires et mis dans tous leurs états.
J'aime bien toujours mettre des légumes crus. Alors là, toutes les c'est textures. quels légumes? Donc ça, c'est toujours le panais qu'on a tout simplement fait mariner 24 heures dans de l'huile d'olive et un petit peu de vinaigre de xérès. Alors moi et le vinaigre, c'est aussi une grande histoire. J'adore ça. Donc là, c'est les petits salsifis. Glacés aussi. Voilà, qu'on a glacé un peu à brin, qu'on va tout simplement déposer. Hop. Et je vous propose, voilà, le temps de donner les dernières petites touches à notre belle assiette, de retourner à Chedini, rencontrer Daniel, que j'avais eu l'occasion de rencontrer. On avait cuisiné ensemble, d'ailleurs, il y a quelques années, lors de mon premier voyage à Chedini. Et Daniel et la cuisine, c'est une histoire d'amour. Elle s'attache beaucoup à défendre le patrimoine tourangeau et le patrimoine de Chedini, dont le nougat de Tours, célèbre dessert qui n'a de nougat que le nom. Retour à Chedini, chez Daniel, une ancienne institutrice qui va nous faire découvrir le nougat de Tours. Contrairement à ce que son nom laisse entendre, le nougat de Tours n'est pas une variante de la confiserie au miel et aux amandes de Montélimar, mais une pâtisserie. Traditionnellement confectionné à base d'abricots, ce dessert est ici revisité avec des pêches de son jardin. Ce sont les dernières pêches de la saison. C'est ce qu'on appelle des pêches de vigne. Ces pêches de vigne, à l'origine plantées dans les vignobles, arrivent à maturité au même moment que le raisin et sont ramassées pendant les vendanges, d'où leur nom. Leur peau est duveteuse et le plus souvent gris clair. Ce sont des petites pêches qui ne sont pas bien belles comme ceci, mais qui ont un goût extraordinaire, qui n'est pas comparable avec aucune autre pêche. Daniel démarre sa recette en préparant une compotée de pêche. Petite astuce, elle ébouillonne ses fruits pour peler leur peau épaisse plus facilement. Voilà, vous voyez, elles sont très rouges à l'intérieur. Ça, c'est la caractéristique des pêches de vigne. À l'origine de cette recette, on utilisait un fruit appelé alberge qui a disparu aujourd'hui. C'était un fruit qui se trouvait entre l'abricot et la pêche. Si bien que faire une confiture de pêche au lieu d'une confiture d'abricot, c'est pas une ineptie. Les pêches coupées grossièrement, Daniel prend du sucre pour sa compotée. 75 grammes pour 100 grammes de fruits, qu'elle pèse à l'ancienne. Ça, c'est une balance qui m'a été donnée par une très vieille dame de la région. Et je m'en sers tout le temps. Et je mélange mon sucre. On va la mettre sur le feu, à tout petit feu, pour que le sucre fonde. Puis ensuite, on augmentera la flamme et ça cuira. Voilà. Alors là, je vais couper des petits rondelles de citron parce que la confiture de pêche ne gèle pas correctement. Et comme c'est très doux, ça va apporter un petit peu d'acidité pour gélifier la confiture. Étape suivante, la baisse de la pâte sablée que Daniel a réalisée à l'avance pour la laisser reposer 2 bonnes heures. Je la farine parce que la pâte sablée, c'est une pâte qui est difficile à étaler parce qu'elle est très friable à cause du sucre, de l'œuf et du beurre. Il faut constamment la tourner dans tous les sens pour qu'elle ne craquelle pas. C'est déjà un gâteau très énergétique. Donc, en principe, il faut que la pâte soit fine. Apparu en Touraine à la fin du Moyen-Âge, ce gâteau riche en sucre était apprécié des pèlerins lors de leur voyage. Donc, j'étale ma pâte. Je garnis le moule. Voilà, alors ma confiture est prête. Moi, j'appelle ça confiture compotée, moitié compote, moitié confiture. Et je vais l'étaler sur le fond de tarte. On en met 2 cuillères et on étale. Ce fond de tarte à la confiture va pouvoir maintenant accueillir 150 grammes d'un mélange de fruits confits. Je les ai fait macérer dans le rhum 2 bonnes heures. Alors maintenant, on va s'attaquer à la macaronade. Une macaronade réalisée avec 4 blancs d'œufs que Daniel monte en neige avec 30 grammes de sucre glace. Vous voyez la boule? Là, les œufs sont vraiment très durs, bien fermes. C'est parfait. Une fois les blancs montés, notre pâtissière mélange 50 grammes de sucre en poudre avec 30 grammes de sucre glace et 100 grammes de poudre d'amande.
Daniel n'a pas toujours cuisiné des spécialités de Touraine et son amour pour la cuisine remonte à l'enfance. J'ai hérité ça de ma maman, de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère qui cuisinait beaucoup, mais qui était du sud. C'était des Provençales. Et j'ai eu le goût ensuite de continuer et même d'inventer des recettes, hein, parce que je mets toujours mon grain de sel dans les recettes. Daniel finalise sa macaronade en incorporant son mélange au blanc et l'étale directement sur son nougat. Voilà. J'étale du mieux possible, tout en étant très douce dans mes gestes pour ne pas écraser la macaronade, jusqu'à ce qu'elle recouvre absolument toute la tarte. Voilà, il est fait. Le gâteau va cuire pendant 30 minutes à 180 avant d'être décoré de sucre glace et de quelques fruits confits. Voilà. Daniel apportera bien sûr son gâteau appétissant à notre banquet. Il n'y a plus qu'à patienter pour le déguster. Merci Daniel, c'est joli, c'est beau. Et c'est bon. Traditionnel, très gourmand, absolument. C'est un vrai gâteau de voyage. Alors là, tu es en train de poêler le dernier filet. Exactement. Tu veux que je vérifie peut-être On va pouvoir regarder. nos filets en croûte? Ah ben, ça me paraît pas mal, hein, regarde. Je pense aussi. Et ça sent très bon, hein. On a cette odeur de café qui est surprenante avec la viande, mais qui marche très bien. On va déposer un petit peu de sauce en dessous de chaque filet. Moi, j'aime bien toujours une petite touche de verdure. En l'occurrence, des fans de panais et de carottes. Alors, j'aime bien quand elle prend ses petits tons violacés en cette saison. Et c'est vrai que ça, c'est l'avantage d'avoir ce petit jardin vraiment à 2 pas du restaurant. C'est de pouvoir y aller à chaque service, déjà à chaque moment, dans la journée, selon nos besoins, et cueillir vraiment très fraîchement chaque petite pousse. Les herbes du moment. Et surtout s'inspirer. Parce que c'est vrai que des fois, on ne pense pas à certaines choses, et puis on y va et on se dit, bien sûr. C'est vrai. Bon, je te laisse terminer de dresser cette magnifique assiette. Moi, je vais essayer de dresser une table à peu près à la hauteur. Ça va. Et j'arrive. Et je prépare tout ça. Le village fleuri de Chédigny est venu jusqu'à nous. Daniel, notre pâtissière du jour, arrive les bras chargés non d'un bouquet de roses de son jardin, mais d'un magnifique nougat de Tours. Michael, le torréfacteur, la suit de près, accompagné de Bruno, le vigneron. Entrez. Bonjour Daniel. Bonjour Julie. Bienvenue. Avec votre beau nougat. Bonjour Michael. Bienvenue. Vous allez reconnaître quelques arômes de café qui sont dans l'air déjà. Bonjour Bruno. Bonjour Julie. Installez-vous. En cuisine, Armelle ajuste les dernières assiettes pendant que nos hôtes prennent place à table. Alors moi, je vais vous servir le vin en attendant la chef et son plat. Je peux vous dire que c'est un sacré boulot, son plat. Hein. Et alors là, qu'est-ce que tu nous proposes, Bruno? Alors, nous allons déguster un Touraine Chenonceau rouge du millésime 2016. D'accord. C'est un assemblage de 2 cépages. Bonsoir. Ça va? Bonsoir Armelle. Que c'est beau. Alors, voici le pigeon. Que ça sent bon. Et voilà. Merci Julie. Et voilà pour la chef. C'est magnifique, c'est un vrai tableau. Ah oui. Ce que j'aime bien, c'est que finalement, on est concentré sur 2 produits, hein, le panais principalement et le pigeonneau, mais que tu as travaillé de façon très différente. C'est vrai que je pense que ça résume un peu mon style de cuisine, plus dans la texture, dans la manière de cuire, les modes de cuisson, où je vais aller explorer un petit peu. Tu avais peur que ta cuisson soit trop poussée, moi je la trouve parfaite, hein, mais oui, peut-être que tu... c'est très très bien. Parce qu'au contraire, le fait d'avoir attendu, on voit que là... Voilà, je voulais imposer rosé. C'est très homogène. Ça, c'est le fait d'attendre? Exactement. Voilà, pour permettre une cuisson plus homogène, il vaut mieux la pré-cuire longtemps en avance. La chair est d'un moelleux. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est grâce à... Si je puis me permettre, c'est grâce au vin de Chenonceau. C'est un ensemble, Bruno. En toute modestie. Tu as raison. C'est vrai que c'est très subtil. On n'est pas du tout dans un plat mijoté au vin. C'est juste, on sent qu'il a absorbé juste ce qu'il devait. Est-ce que c'est le même vin que celui que tu nous as servi? Oui, tout à fait, oui. Ah oui. Ah oui, tu ne marines pas avec n'importe quoi, toi. Ah bah non, attention. Bon, bah écoutez alors. On lui fait honneur. À la santé de cette jolie maison. Merci. Merci à tous de votre venue. Merci à vous, surtout. Alors là, Bruno,
Éclaire-nous. Il y a le travail de vinification, il y a le travail d'assemblage. Donc finalement, tu interviens à tous les niveaux. Oui. C'est ça? Un vigneron intervient toute l'année. Toute l'année. Bien sûr. Il C'est intervient une vigilance permanente. à la naissance de la parcelle, déjà, en choisissant le cépage. Et puis, donc on ne plante pas n'importe quel cépage, n'importe où? Eh bien non. Il y a des cépages qui vont Ils s'exprimer sont moins bien sur des terrains. de meilleure manière sur certains sols, sur une certaine exposition. Oui, il est magnifique ce vin, hein. Vraiment. Et puis alors, c'est vrai que c'est pas évident de trouver un vin qui va sur une saveur quand même assez marquée comme le Pigeonneau. Oui, non, c'est sûr. Et puis c'est vrai que nous, c'est en plus un vin qui marche énormément au restaurant. Les gens adorent en plus le fait qu'il soit fait pas très loin de chez nous. C'est ça qui est super. Enfin là, on reste vraiment dans un plat extrêmement local. Extrêmement local, c'est vrai. Nous, la crèmerie. Presque un plat de village. Le café, voilà. Un café de Touraine, c'est pas commun. Le Touraine, voilà, transformé en Touraine. Donc nous, on va donner un peu la première transformation, la plus grande des transformations, qui est la torréfaction. On va passer du stade vert, du café vert, au stade torréfié. Là, on a pris un café d'Éthiopie pour le plat. Alors, historiquement, c'est des cafés qui sont très triés. Donc, Bruno vient de parler de maturité. En termes de cueillette du café, on va parler de maturité aussi. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la cueillette va se faire au fur et à mesure de la maturité. La cerise du café va être rouge constamment. Il va y avoir du tri dès la cueillette. Qu'est-ce que c'est que la cerise? C'est le fruit du caféier. D'accord. On va dépulper ce fruit, on va récupérer le noyau qui est constitué de 2 fèves, de 2 grains de café. Les 2 grains de café. Donc, sont par cerise, 2 grains de café uniquement. Oui. C'est beaucoup de travail. C'est un travail manuel uniquement? C'est énorme, un travail manuel. Comme sauf vous, sur les finalement. grandes plantations, c'est très mécanisé. Et toi, tu te déplaces? Tu vas là-bas, sur place? J'ai pu me déplacer. Choisir? Je suis allé travailler un peu en République dominicaine, je suis allé un peu au Kenya, la Guadeloupe, qui a historiquement des très très beaux cafés. Ah oui. La Réunion aussi. Puis après, dans le cadre du travail, j'ai plus beaucoup le temps. Et oui, parce que les premiers plants de café arrivés au Brésil viennent de la Guadeloupe. La fin de l'esclavage fait qu'à un moment donné, il y a eu des transports de café vers la Guadeloupe. Avec la barrique, il y a une constance, hein. Oui. Il y a un fil conducteur. C'est vrai que quand on parle des arômes procurés par la barrique, on peut parler d'arômes torréfiés. Puisque lorsque l'on fabrique une barrique, il y a une vraie constance, tout à fait, ouais. On chauffe en fait le bois de chêne, on va développer des arômes vanillés, et plus on va chauffer fort et longtemps, et plus on ira vers des arômes de café, des arômes torréfiés. J'allais dire, moi je rajouterais, si je peux me permettre, le côté gastronomique de ce plat, c'est qu'on a du croquant et du moelleux. Ah oui, il y a des contrastes de saveurs, de textures. Là, le côté moelleux du pigeon et le côté croquant du pané, là on est et de la croûte de café. Exactement, ouais. Donc là, c'est vraiment agréable en bouche. Les fameux panais provenant du jardin de curé de Chédigny. En dehors des chefs qui en profitent, est-ce que chacun peut bénéficier des légumes? Alors oui, on fait la cueillette des légumes et dans la serre d'accueil, les visiteurs peuvent acheter les légumes du jardin. acheter les légumes du jardin. Mais est-ce que justement, alors je pose la question qui fâche, est-ce qu'il y a des moments où on n'en a pas un peu marre de tous ces visiteurs et autres touristes qui viennent se balader dans votre ville, non? Au contraire, ça fait plaisir. Alors, non, pas du tout, oui. Hein? Non, j'imagine. Ah non, moi ça me fait plaisir parce que bien souvent, il y a des personnes qui passent devant la maison et qui me demandent mais quel est ce beau rosier? Qui sont étiquetés aussi, moi. Ah oui, c'est moi aussi qui les ai tous étiquetés, Oh, tous les rosiers du pas. village. Et oui, j'étais une ancienne institutrice, donc on m'a choisie pour l'écriture. Calligraphie. Voilà. Très belle écriture. Alors Daniel, si vous voulez étiqueter, moi j'ai de quoi vous occuper. Ah oui, quoi faire. Quelques milliers de bouteilles. Moi, j'ai rien laissé. Bon, ça va alors. Ah ben, moi bien. aussi, c'est délicieux. La déclinaison des légumes était vraiment très, très, très belle. Ça manque d'un café, je veux pas dire, mais... C'est une belle idée. N'est-ce pas? Le café. J'ai les oreilles qui me sifflent. Alors, Mickaël, qu'est-ce que tu es en train de faire, là, exactement? Donc là, j'ai amené des cafetières, des jolies cafetières avec des jolies formes, filtre bambou au niveau du filtre, et on fait ce qu'on appelle une infusion lente. C'est-à-dire que j'ai mis de l'eau qui était C'est du affrénée. café filtre, quoi. On va faire un café filtre, mais avec une percolation qui est bien dominée par la forme conique du haut de la cafetière. Et puis j'ai les réceptacles en bas, et puis il va se développer des petits arômes. C'est préférable de faire une percolation lente plutôt que le café du café, quoi. Alors j'allais dire, quand on goûte un café nouveau, quand on est en sélection, on fait surtout des percolations lentes ou des croûtes brésiliennes, dans le but de ressortir la typicité du café. D'accord, c'est la meilleure façon de profiter de ces arômes. Bon, le café appelle le nougat, moi je dis. Hein, donc, c'est tout. Allons-y. Vous me laissez la main? Ah oui, bien sûr, Julie. Il est somptueux. C'est magnifique. Donc là, tu as la macaronade au-dessus, qui est dorée avec cette jolie croûte.
Là, les fruits confits. Toi, tu fais de la pâtisserie aussi ou c'est un autre métier pour toi? J'aime la pâtisserie, je sais faire quelques grands classiques, mais après je sais que c'est vraiment un savoir-faire et un autre métier. Et pour ça, j'ai quelqu'un en cuisine qui s'y connaît mieux. C'est délicieux, hein? Tu m'as dit que c'était un gâteau Renaissance? Oui, c'est ça. Quand Léonard de Vinci est arrivé en Touraine, eh bien, c'était quelqu'un qui aimait évidemment les amandes de Sicile, les fruits confits de l'Italie. Et je pense qu'on a créé ce gâteau autour des saveurs d'Italie. Et alors, je m'attendais à quelque chose de plus sucré. Il faut avouer que j'ai diminué un petit peu les doses. Tu as eu raison. Et c'est très bien. Voilà, parce que je pense qu'après un repas trop sucré est un petit peu compliqué. Et puis surtout, comme c'était un gâteau de voyage, il fallait qu'il se conserve. Donc, on chargeait évidemment en sucre pour le conserver. Alors, ce café. Donc là, sur l'Éthiopie, on va être sur un café qui va avoir une acidité assez prononcée. On va être sur un café assez floral, très fruité. Normalement, il n'y a aucune amertume. C'est vrai que moi qui n'aime pas trop le café, là, j'avoue que on est sur c'est très agréable, très aromatique. Ouais. Vraiment, on est sur le côté un peu acidulé presque acidulé. J'imagine qu'il y a une vraie culture du café, comme tu en es l'illustration. C'est un peu comme dans le vin, parce qu'on a des métiers similaires. Les viticulteurs aiment bien qu'on goûte leur vin, et nous, en tant que torréfacteurs ou sélectionneurs de café, on aime bien que les viticulteurs nous donnent leurs appréciations sur les notes. Les notes que vous trouvez, vous, les notes boisées, les notes grillées. Pour vous, c'est hyper important. Vous avez beaucoup de choses intéressantes à dire. dire. Moi, je reviens ce soir et demain. Ça tombe bien, on peut boire un café après tous les repas. Utilisez votre café, pourquoi, entre guillemets, le vin? Oui. Sans vous dire, on s'est régalé. Du pigeon au nougat, il ne reste plus une miette dans mon assiette. Et j'espère surtout qu'on vous a fait voyager dans ce Val-de-Loire, jardin de la France, corne d'abondance, où voilà, tous les produits sont à leur aise, du fromage aux rillettes, en passant par le pigeon, et puis les fruits confits, et même le café. On a le goût du voyage en Touraine. J'espère que vous aussi vous l'aurez, et que vous aurez envie de rencontrer ces gens exceptionnels, de goûter ces produits. Salut!